Merci, bonjour à tous. Il y a une expression que j'aime bien aussi pour désigner mon activité. Entrepreneur, je l'ai été, j'ai un tempérament de création et de développement d'activité. Je suis consultant interdépendant. Et terre, bien évidemment, je l'écris avec un T majuscule et ça permet de donner un petit peu aussi la tonalité. Voilà, écoutez, je vois que le diaporama est battant, est tout chaud. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce petit coin d'Ardèche particulièrement joli. J'ai utilisé cette photo, comme je le fais parfois, pour dire à quel point ma relation avec les milieux naturels, le fait d'être en contact avec l'air, avec la proximité de l'eau et au milieu des espèces avec qui je partage cette planète, comme nous tous, eh bien, c'est pour moi un élément essentiel je dirais, de sérénité, de joie de vivre. Et finalement, c'est quelque chose que je pratique depuis l'enfance et qui m'a beaucoup inspiré sur mon parcours, mais également dans ma quête d'information et ma recherche de voies d'amélioration, de transformation de la société, puisque c'est le thème de ce TEDx. Et donc, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On est au-dessus des gorges de la Baume, en fait, une rivière qui a creusé le plateau calcaire de Paille-Olive. Et finalement, on a une représentation assez complète d'interaction dont je souhaite vous parler maintenant plus en détail, à savoir eh bien, comment ce calcaire est issu de la biodiversité, comment cette végétation, cette roche, le sol et l'eau, mais aussi l'air coopèrent. Et donc je vais m'appuyer sur cette première image, tout en vous invitant vous-même à vous interroger sur votre relation personnelle au vivant, à toutes les échelles, aussi bien sous l'angle de la maladie que sous l'angle d'une rencontre avec un animal, une plante, d'autres personnes, et ainsi de suite. Et je pense que c'est cette connexion au vivant qui vraisemblablement va pouvoir fonder votre capacité de transformation, comme d'ailleurs les autres speakers ont déjà pu l'évoquer avant moi. Donc, alors là c'est la vision rapprochée, et si on regarde les choses d'un peu plus loin, comme l'ont fait les astronautes du programme de la NASA, du programme Apollo, il y a une cinquantaine d'années maintenant, eh bien, ça a été un choc en termes de prise de conscience de l'humanité par rapport à plusieurs choses. D'une part, le fait que nous étions sur une espèce de vaisseau spatial au milieu de l'immensité de l'univers, et donc à une échelle qui était finalement relativement petite, mais également sur une planète là, qui était un milieu fermé, à part, bien évidemment, le Soleil, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et que quelque part, ça nous engageait en termes de responsabilité, ça identifiait aussi, peut-être que la prise de conscience n'a pas été tout à fait assez rapide, ça identifiait également un certain nombre de risques sur cette planète, et il m'arrive de l'illustrer davantage. Eh bien, en fait, l'épaisseur de l'atmosphère, c'est à peine l'épaisseur de la peau d'une pomme en proportion de la taille, et finalement, c'est ce qui donne aussi la couleur bleue à notre planète. De la même manière, l'eau, qu'on a l'impression finalement qui occupe 70% de la surface, on pense qu'elle est inépuisable, elle ne l'est pas, et ça représente également des ressources assez limitées, encore une fois, que nous partageons avec tous. Donc cette vision globale, elle a nourri une prise de conscience qui, bien évidemment, doit encore progresser, sur laquelle je me suis interrogé. Donc sur le paysage précédent, en fait, ces balades en groupe, en solitaire, au milieu de la nature, m'ont toujours amené à me poser des questions, à me dire mais comment tout cela, qui est pour moi si extraordinaire, fonctionne-t-il? Et donc je vais vous inviter à quelques observations sur le fonctionnement de cet écosystème, de cette planète globale, à l'intérieur de laquelle, eh bien, finalement, l'humanité s'est comportée de manière tellement irresponsable, mais aussi par manque de connaissances, par l'inaccessibilité à laquelle elle était confrontée, d'avoir accès au système naturel à des échelles aussi petites que l'intérieur des atomes, et à des échelles bien sûr plus vastes, au-delà de la taille de la planète elle-même. Et donc cette réflexion, elle s'est nourrie désormais de recherches scientifiques, et donc on va pouvoir approfondir tout ça, et j'espère sur un registre qui ne vous semblera pas trop
inaccessible à vous-même. Alors, l'échelle de temps est également quelque chose d'extrêmement important. À l'échelle, si on représente la naissance donc, de la planète, elle remonte à 4,5 milliards d'années. La vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années, soit moins d'1 milliard d'années plus tard. Et finalement, notre espèce, disons, si on choisit de la faire naître il y a 200 000 ans, eh bien, on peut le regarder à l'échelle d'une année. Donc, à l'échelle d'une année, si l'apparition de la vie a eu lieu le 1er janvier, le matin du 1er janvier, eh bien, en fait, notre espèce est apparue dans les dernières minutes de l'année. Et si on s'intéresse maintenant à l'apparition de l'industrie, donc à la naissance de l'ère industrielle au 19e siècle, eh bien, on est à l'échelle de la seconde. Et je pense que cette vision relative du temps humain, eh bien, pour moi, il vise à neutraliser un petit peu l'arrogance dans laquelle on a pu se trouver et à nous interroger justement pour trouver des bonnes façons de transformer notre société et d'évoluer de manière plus harmonieuse, comme d'ailleurs les précédents speakers ont pu l'évoquer. Donc, quel est ce système terrestre? Eh bien, d'abord, il n'était pas comme ça au départ, hein, il y a 4,5 milliards d'années, c'était l'accrétion d'un certain nombre d'éléments qui flottaient dans l'espace, il n'y avait que du minéral, et donc avant que la vie n'apparaisse, eh bien, il n'y avait pas d'air, l'eau n'était pas aussi tranquille en surface, et donc on était dans le non-vivant, et sans mise en cycle, puisque l'apparition de la vie, finalement, eh bien, elle s'est bâtie sur la base des ressources non vivantes, donc du système terrestre. La seule ressource, quasiment, qui est externe à la planète, bien évidemment, c'est l'irradiation du Soleil, c'est l'énergie qui nous est apportée de l'extérieur par notre astre du système solaire. Donc, ce système s'est mis finalement en rotation au fil de l'évolution, dont on a vu la spirale juste avant, et c'est cette rotation finalement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et nous devons absolument prendre conscience de cette place qui n'est pas une place de dominant, qui n'est pas une place au sommet d'une soi-disant pyramide de l'évolution dont nous occuperions le haut du podium. Pas du tout. Et il est très très important d'arriver à placer l'homme à sa juste place, à savoir à l'intérieur de la biodiversité et surtout en interdépendance avec cette biodiversité qui nous a précédés et, soyons-en sûrs, qui nous survivra. Quand on dit qu'il faut sauver la planète, je veux dire, arrêtez, ne me faites pas rire. Hein, on ne va pas sauver la planète. Ce qu'on cherche à sauver, c'est notre humanité, c'est notre possibilité de continuer à vivre en harmonie, et j'ai envie d'ajouter en paix aussi, avec des ressources qui, tout en étant limitées, doivent permettre aux générations futures, souvent évoquées à propos du développement durable, eh bien, de nous succéder et de continuer à prospérer sur cette planète. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur une première composante, à savoir la matière. La matière dont est constituée la Terre est faite de 94 éléments chimiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'un tableau des éléments chimiques, la plupart d'entre vous peut-être n'ont pas de connaissances fondamentales dans ce domaine, mais ce qui est important de souligner, c'est que parmi ces éléments chimiques où l'oxygène, le silicium, l'aluminium et le calcium, ainsi que le fer sont les plus abondants, eh bien, la vie, en ce qui la concerne, le vivant, n'utilise finalement qu'une proportion très faible, donc 25 sur 94, mais surtout, en très grande majorité, essentiellement de l'oxygène, du carbone et de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore, un peu de soufre également, mais tout cela doit nous amener à imaginer que, en fait, pour ce qui concerne la matière, la vie, la biosphère, s'appuie sur un jeu très réduit de composantes, et la nature, selon certains auteurs, bricole avec ces éléments et est capable de fabriquer toute la diversité du vivant, les incroyables performances du vivant qui sont d'ailleurs utilisées dans l'innovation technologique fondée sur le biomimétisme et sur lesquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui, eh bien, elles viennent de ces 25 éléments et surtout de ces 3 principaux éléments. Alors, je vais prendre quelques illustrations et auparavant, je vais quand même souligner une problématique extrêmement importante. S'agissant des sociétés humaines, l'ouverture de l'industrie, donc l'industrialisation de nos activités,
la recherche de performance dans différents domaines a amené l'homme à explorer d'autres éléments présents sur la surface de la Terre et à les utiliser pour fabriquer des polymères, pour fabriquer des semi-conducteurs et développer des technologies qui, pour performantes qu'elles soient, posent un vrai problème au cycle de la vie, au cycle biogéochimique, c'est que ce sont des matières qui n'appartiennent pas et qui n'entrent pas dans la biosphère, qui ne sont pas en capacité d'être accueillies dans les cycles du vivant. D'où, bien sûr, un problème de collecte de ces éléments, mais surtout un problème de réincorporation. Ce qui veut dire que l'homme, en prenant des éléments chimiques qui n'appartiennent pas au vivant et en les utilisant pour ces technologies, se donne la responsabilité, et il semble qu'il n'ait pas encore parfaitement pris conscience de tout ça, se donne la responsabilité d'utiliser, de gérer le cycle de vie. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui devient une vraie préoccupation, mais de gérer vraiment le cycle de vie, y compris des fameuses terres rares utilisées pour les semi-conducteurs. Donc là, on a une responsabilité, donc j'ai souhaité mettre en rouge, sur le fait que nous utilisons des dizaines d'éléments du tableau chimique des éléments qui n'appartiennent pas au vivant, et nous ne les considérons pas comme des choses que nous devons recycler. Et donc il y a un vrai problème. Alors maintenant, je vais souligner une autre partie de la performance du vivant, qui est celle, bien sûr, d'utiliser un nombre réduit d'éléments, ici donc oxygène, carbone, hydrogène, et puis eh bien, de voir comment ce bricolage de la nature permet d'obtenir des performances juste grâce à la structuration des éléments chimiques. Et en l'occurrence, ici, il s'agit d'une tranche de bambou qu'on voit à droite, donc 5 cm d'épaisseur. Et bien tout ça, ça part effectivement d'atomes d'oxygène, de carbone et d'hydrogène qui sont assemblés, qui sont polymérisés sous la forme de cellulose. Et on voit donc les étapes successives depuis ces fibres de 3 nanomètres jusqu'aux 5 cm de l'épaisseur. Et j'imagine qu'ici, tout le monde connaît la robustesse, la solidité du bambou, qu'on voit même utiliser d'ailleurs pour faire des échafaudages sur les gratte-ciel dans les pays du Sud-Est. C'est un grand classique. Donc voilà un exemple de ce bricolage extrêmement performant de la nature avec un nombre restreint d'éléments et qui permet donc à la nature d'utiliser de manière extrêmement efficiente peu d'éléments pour réaliser des performances extrêmement intéressantes. Bon, cette image est une image agrandie, j'imagine que vous n'en avez pas trop connaissance, eh bien je vais vous éclairer. Il s'agit en fait du squelette d'une diatomée, donc, qui est un organisme microscopique qui vit dans la mer, qui a des fonctions également de photosynthèse, et qui en fait a un squelette en verre. Alors vous me direz, le verre, nous, quand on veut fabriquer du verre, eh bien, on va chercher du sable, on y ajoute quelques composants, et surtout, on chauffe très très fort. Eh bien, ces diatomées nous apprennent qu'on peut parfaitement utiliser de la silice dissoute, fabriquer du verre à température ambiante, dans l'eau, et donc, nous avons là un exemple de ces technologies biomimétiques qui consomment peu d'énergie et qui sont extrêmement efficientes en termes de fabrication de matière. Qui plus est, les diatomées se caractérisent également par des squelettes extrêmement ornementaux et intéressants à regarder. Alors, on a parlé de la matière, donc je vous ai parlé de la matière comme étant finalement un domaine où la biosphère et la vie est particulièrement performante, efficiente. Nous avons, avec l'ensemble des espèces, du fait de cette spirale de l'évolution, qui a commencé par quelques bribes de vie qui se sont progressivement assemblées, complexifiées, j'aime bien utiliser ce dicton, le tout est supérieur à la somme des parties. Et donc, en s'agrégeant, ces différentes composantes de la vie, on finit d'ailleurs par créer des cellules complexes, et donc, au-delà de cet assemblage, dont je reparlerai pour conclure tout à l'heure, eh bien, nous avons deux petites choses en commun avec l'ensemble des êtres vivants constitués de cellules à noyau. Je n'insiste pas sur ces catégories-là. En tout cas, ceux qui sont représentés là et qui sont d'ailleurs des espèces menacées, eh bien, y compris les plantes, y compris les mollusques, eh bien, nous avons des choses en commun avec elles, notamment la manière dont nous exploitons, stockons et mobilisons l'énergie au service des réactions chimiques de nos organismes. À l'intérieur des cellules, tout être vivant composé de cellules est doté de l'équivalent de piles standardisées,
faite d'adénosine triphosphate, je n'insiste pas, mais tout organisme vivant doté de cellules transforme en fait l'énergie créée initialement par la photosynthèse, à savoir les plantes qui récupèrent des photons et qui stockent de l'énergie, eh bien, ils les stockent sous cette forme qui est utilisée génériquement par tous les êtres vivants, ceux qui sont sur la photo et bien évidemment d'autres. Un autre point qui rejoint d'ailleurs l'intervention de François Denis tout à l'heure, eh bien, c'est que nous sommes également organisés sur la base d'un système d'information commun. Alors, système d'information commun, pourquoi? Eh bien, d'abord pour pouvoir transmettre les informations décrivant ce qui a fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné ne produit pas d'ADN, ne produit pas de graines, en l'occurrence s'agissant des plantes, et donc n'est pas capable de se reproduire. Et ce qui a créé cette performance du vivant, finalement, c'est la longueur, c'est la durée de l'ensemble de l'évolution, ces 3,8 milliards d'années, avec la période où effectivement les cellules disposaient de ce système d'information générique, et bien toutes les espèces, là aussi, disposent, toutes les espèces pourvues de noyaux avec de l'ADN, disposent d'un système de stockage de l'information, avec un système de codage qui est identique pour tous, et qui, puisque certains s'intéressent aux technologies numériques, est aujourd'hui 1000 fois supérieur aux capacités de stockage que les composants électroniques sont capables d'avoir. Donc, ça fait réfléchir. Alors, ces graines, elles servent à plein de choses. Elles servent aussi à développer, à tisser des liens avec des espèces qui vont les disséminer. Hein, certains vont être intéressés par le fruit qui est autour de la graine, et je ne vous fais pas un dessin, bien évidemment, ça favorise la dissémination et la capacité des espèces à se propager. Alors, l'ADN, je l'ai mis en supplément, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cet ADN, il a une autre fonction dans ce fameux bricolage du vivant, eh bien, c'est une fonction créative. Et cette créativité, elle repose d'une part sur le fait que dans la reproduction sexuée, il y a deux moitiés d'ADN issus de deux parents différents qui s'assemblent et qui créent un être nouveau. Mais de la même manière, le hasard et donc les incertitudes, voire les erreurs qui sont faites lors de la transcription de l'ADN, aboutissent également à des mutations. Ce qui veut dire que les solutions qui n'ont pas encore été testées sont constituées, mises en réserve et mises à disposition pour inventer d'autres solutions. Alors, j'aime bien rappeler, avant de passer à un article scientifique plus récent, j'aime bien rappeler cette expression d'Henri Laborie dans la Nouvelle Grille, à la masse. J'ai parlé de la matière et c'est donc bien de ça qu'il s'agit, et à l'énergie, j'évoquais donc le système fondé sur le travail des mitochondries à l'intérieur des cellules, et à l'énergie, le vivant ajoute l'information. Et c'est clair que le vivant, et en cela je ne conteste pas les fondements de l'exposé de François Denis tout à l'heure, à propos de la blockchain, effectivement, l'information est un levier considérable de performance, de coordination, et de coopération, ce qui va m'amener à la dernière étape de mon exposé. Donc, ici, on a un article scientifique qui a fait une comparaison, mais pied à pied, avec une méthode spécifique à l'innovation technologique, eh bien, pour analyser ce qui permet à la technologie d'apporter des solutions à des problèmes, et qui a utilisé la même méthode pour évaluer la manière dont le monde vivant résout les problèmes. Et donc on voit très clairement ici que eh bien, l'information est l'argument, est le levier essentiel de performance du vivant, et ceci peut être éventuellement encourageant en effet pour les technologies numériques, au point qu'aujourd'hui je réfléchis à développer une réflexion au niveau national sur les systèmes d'information biomimétiques. Alors associer, coopérer, et je terminerai donc par cet aspect-là, effectivement via l'information, eh bien, via la longévité dont j'ai parlé à propos de la constitution des premières cellules équipées de capacité de stockage d'informations dans son noyau, de capacité de gérer l'énergie, mais aussi de capacité de fixer l'énergie des photons pour les transformer en électrons. Nous avons des associations très intimes, j'imagine que vous reconnaissez le lichen, association de champignons et d'algues. On a une coopération qui s'est fixée dans le temps, qui est très ancienne, et qui apporte au lichen des capacités
de vie, de survie et presque de renaissance extraordinaire. On en a d'autres entre organismes spécifiquement individualisés, donc ici le poisson clown au milieu d'une anémone qui vient se protéger de ses prédateurs. Et puis, on en a d'autres au sein d'une même espèce. Et là donc, forcément, je débouche sur un clin d'œil en ce qui concerne la société humaine, en ce qui concerne les organisations, les entreprises. Eh bien, la coopération sans chef, tel que c'est le cas chez les insectes sociaux comme les fourmis ou autres, eh bien, est un mode de coopération qui est extrêmement performant et sur lequel certains s'inspirent et dont certains s'inspirent pour faire évoluer les organisations vers un management 2.0, l'holacratie et ainsi de suite. Je conclue juste par cette illustration sur ce qu'on appelle l'écologie industrielle, donc sur le site de Kalundborg au Danemark, qui est vraiment un vrai démonstrateur de l'efficacité qu'il y a à bâtir un système d'information entre entreprises pour utiliser des déchets comme matière première, ou éventuellement des effluents d'ailleurs thermiques, et constituer des systèmes plus efficaces. Aujourd'hui, nous parlons d'économie circulaire, c'est intégré aujourd'hui à la politique environnementale en France.